Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors considérons maintenant un système qui est composé de plusieurs parties qui peuvent être éventuellement liées ensemble ou en mouvement. Les deux aussi ensemble, c'est possible. Par exemple, on peut avoir deux nucléons. Alors un nucléon, c'est ce qu'on appelle un proton ou un neutron. Ce sont les composants des noyaux des atomes. Et on peut avoir deux nucléons qui sont liés dans le noyau d'un atome. Soit M1 et M2, leur masse, et puisqu'ils peuvent être en mouvement, c'est-à-dire ils peuvent être en orbite l'un autour de l'autre, comme les planètes autour du Soleil, à ce moment-là, ils ont une certaine vitesse, et donc des facteurs gamma 1 et gamma 2. Dans ce cas-là, l'énergie totale du noyau est l'énergie du premier nucléon, M1C carré gamma 1, plus l'énergie du second nucléon, M2C carré gamma 2, plus U. U représente l'énergie de liaison qui font qu'ils restent attachés ensemble dans le noyau. Si le système est stable, cette énergie de liaison est négative. En effet, lorsqu'ils se lient, l'énergie est libérée et ils ne peuvent pas se séparer sans qu'on leur refournisse à nouveau cette énergie, ce qui garantit la stabilité. Ce n'est qu'en fournissant l'énergie de liaison qu'on peut alors séparer les composants. Et donc l'énergie totale est inférieure à l'énergie des deux nucléons séparés, du moins avec la même vitesse. Notons que ceci est vrai en relativité, ici on fait le calcul relativiste, mais est vrai aussi en physique classique. Il faut simplement remplacer ces expressions par l'énergie cinétique habituelle en physique classique. Si on regarde le système comme un tout, donc on regarde le noyau, et ce, sans se préoccuper des détails internes de sa structure. On considère le noyau comme tel. Il peut alors être au repos, même si les nucléons sont en mouvement l'un autour de l'autre, ils peuvent tourner autour d'un centre de masse commun, qui est celui du noyau, et vu de l'extérieur, le noyau est immobile, il ne se déplace pas. Dans ce cas-là, pour un objet au repos, on a l'expression E égale mc carré. Et donc, on doit avoir que mc carré, la masse du noyau, est égale à l'expression ici. Et donc, que la masse du noyau, c'est M1 gamma 1 plus M2 gamma 2 plus U. Donc ce n'est pas simplement la somme des deux masses. Plus encore, et le fait que ça ne soit pas la somme des deux masses, c'est pas vraiment une surprise, puisqu'on sait que E égale mc2. Et donc, la masse, ce n'est jamais qu'une forme d'énergie. Et donc, dans un système où différentes formes d'énergie interviennent, il n'est pas étonnant que l'ensemble est une masse qui ne soit pas la somme des masses de ses constituants. Dans le cas où les vitesses sont petites, ce qui est fréquemment le cas, en particulier dans les atomes légers, les vitesses correspondantes des nucléons sont assez faibles. Dans ce cas-là, les facteurs gamma sont environ égaux à 1. Et donc, la masse, c'est M1 plus M2 plus U. Mais rappelons-nous que U est négatif. Pardon, U sur C carré. Si je divise tout par C carré, il ne faut pas l'oublier. Mais rappelons-nous que U est négatif. Et donc, la masse totale est plus faible que la masse de ses constituants, ce qui là peut vraiment être une surprise. Elle peut être plus faible. Et la différence
delta M, avec un signe moins puisque c'est négatif, U sur C carré. La différence, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse, un terme qui revient souvent en physique nucléaire. Dans les noyaux, l'énergie de liaison est très grande. Rappelez-vous les chiffres que je vous avais donnés pour l'électron. Dans les noyaux, on parle typiquement de millions d'électronvolts. L'énergie est considérable. La variation de masse est donc assez importante et est même mesurable. Delta M est mesurable. Le défaut de masse est même très important quand on calcule les masses atomiques. Quand on a un tableau de Mendeleïev où on voit tous les éléments chimiques, c'est-à-dire les atomes, les masses qui sont liquides, on tient compte des différents isotopes, peu importe ici, mais tiennent compte aussi de cette différence d'atome à atome due au défaut de masse. De plus, l'énergie correspondante, delta M fois C carré, c'est-à-dire U, est très élevée. Et c'est ce qu'on constate dans l'énergie nucléaire, ou dans l'énergie nucléaire, on va casser des noyaux, ou en fusionner, dans les centrales nucléaires habituelles, c'est casser des noyaux d'uranium ou de plutonium, et les différences dues au défaut de masse étant considérables, ces réactions libèrent une très très grande quantité d'énergie. Dans d'autres cas, comme les électrons qui sont liés dans les atomes, donc un atome c'est un noyau avec des électrons autour, ou dans le cas des planètes autour du Soleil, l'énergie de liaison U est très petite. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit pour l'hydrogène, pour l'exemple, pour l'ioniser, 13,6 électronvolts, à comparer aux 512 000 de l'énergie propre de l'électron, ou des millions d'électronvolts de l'énergie nucléaire. 13,6. Et donc, les défauts de masse correspondants sont très très petits, voire même non mesurables. Considérons maintenant un système différent. Deux photons. On a deux photons, un qui part par là et un autre qui part par là. Évidemment, ces deux photons sont non liés. Ils sont indépendants l'un de l'autre. Ici, U est égal à 0. Et ils se déplacent tous les deux à C. Donc le centre, au milieu de chaque photon, le centre est parfaitement immobile, puisque les deux photons s'éloignent à la même vitesse. Donc le centre, le milieu entre les deux photons est toujours au même endroit. Et donc on peut calculer l'énergie correspondante E égale mc2 pour l'ensemble. Pour l'ensemble de ce système, dont le centre est immobile, et l'énergie totale, c'est simplement 2 fois l'énergie d'un photon, en supposant qu'ils aient la même énergie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de U, puisque le système est non lié. Et comme l'ensemble, en regardant le centre, est immobile, on peut appliquer E égale mc2, et donc la masse est égale à 2 fois l'énergie d'un photon divisé par c carré. Ce qui veut dire que la masse du couple de photons est non nulle. Et ça peut paraître vraiment étonnant, puisque les masses de chaque photon sont nulles. Et la masse de l'ensemble n'est pas nulle. C'est une étrange propriété de la masse en relativité, qui à nouveau est liée à l'énergie, mais pas de manière triviale, puisqu'un photon est de masse nulle, mais a une énergie. Mais deux photons ont une énergie non nulle, mais aussi une masse. Rappelons-nous l'annihilation électron plus positron donne deux photons. Si les photons ont l'énergie E photon ici, la masse de l'électron et des positrons n'est rien d'autre que la masse donnée par cette relation. L'énergie se conserve et donc l'énergie totale se conserve et donc la masse totale aussi.
Donc la masse est une quantité conservée. En physique, on aime bien les quantités qui sont à la fois constantes et invariantes, quand c'est possible. Par exemple, l'énergie est une quantité conservée, donc constante, mais elle n'est pas invariante, elle dépend de l'observateur. L'énergie cinétique dépend de l'observateur. Si un objet est en mouvement, il a une certaine énergie cinétique. Pour une personne se déplaçant en même temps que l'objet, il voit l'objet immobile par rapport à lui, son énergie cinétique par rapport à lui est de zéro. Donc elle n'est pas invariante. Par contre, la vitesse de la lumière est constante et invariante, et les grandeurs qui sont constantes et invariantes sont importantes, d'abord parce qu'elles donnent une indication sur les propriétés du système, parce qu'on a là une grandeur qui non seulement ne dépend pas du temps, mais en plus ne dépend pas de l'observateur. Elle est invariante, donc peu importe qui observe la grandeur. Elle donne donc vraiment une propriété intrinsèque à la nature de l'objet. D'où le fait que le physicien aime bien ce type de grandeur. De plus, du fait qu'elle est constante et invariante, cela simplifie souvent les calculs. Les grandeurs conservées sont très pratiques lorsqu'on fait des calculs en physique. Notons qu'on ne peut pas avoir une notion de masse, on peut chercher, mais ça ne marche pas. On ne peut pas avoir de définition de masse qui soit à la fois constant, invariant et additif. Donc, tel que la somme des masses donne la masse totale. On a vu que ce n'est pas le cas. Il est impossible d'avoir les trois. Et donc, comme on a bien constant et invariant, on a sacrifié l'additivité. Tant pis pour l'additivité. Notons que la masse relativiste, elle, est constante et additive, mais pas invariante. Donc ici, on a dit, voilà, gardons la masse qui est constante et invariante, et tant pis pour l'additivité. Il fallait faire un choix. Voilà pour la masse en relativité restreinte. Donc maintenant, on va encore monter d'un cran dans la complexité. On va, dans la prochaine vidéo, aborder la relativité générale. Je vous remercie.